Olivier. Olivier est diplômé de l'Institut géopolitique de Paris, expert en géopolitique de l'agriculture et des ressources naturelles, grand spécialiste de l'Amérique latine. Je crois que ça va peut-être un petit peu apparaître dans votre exposé. Olivier, en tout cas, merci de votre présence, merci d'être là. Je vous cède la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup, merci Jean-Christophe, merci à Pluriagri, à Agridé de me donner cette opportunité de faire ce cadrage ce matin, cadrage géopolitique. Et merci à chacun d'entre vous d'être présent et ceux qui sont évidemment en visio avec nous. Pour commencer, j'aurais envie de vous dire que, puisque ce cadrage va être géopolitique, on va démarrer plein badin, dirions-nous en expression rugbystique, avec le fait que pendant trop longtemps, l'Union européenne ne s'est pas préoccupée de la géopolitique. Ce n'est pas un péché. Si ce devait être un péché, ce serait un péché originel, puisque l'Union européenne s'est bâtie sur le rejet de la question géopolitique après la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant des décennies, à vouloir la chasser de notre idéologie, la géopolitique a continué à vivre sa vie de par le monde, et elle est venue, évidemment, frapper à notre porte. On a évoqué la pandémie, mais je pense que le retour d'une guerre à haute intensité aux portes de l'Europe, évidemment l'invasion ukrainienne par la Russie, a ramené la géopolitique au premier plan et nous oblige aujourd'hui à questionner notamment l'agriculture au regard de ce retour du géopolitique. Donc je vais vous proposer 4 axes de cadrage, 4 axes de réflexion pour illustrer ce grand retour du géopolitique et pour essayer de mettre en perspective les questions de sécurité alimentaire et de durabilité environnementale dans ce contexte géopolitique qui se tend et la place évidemment que nous, Européens, nous, Français, pouvons éventuellement y jouer. Tout d'abord, j'aimerais vous inciter à réfléchir sur un temps historique, temps court. On ne va pas faire un retour sur des centaines d'années du fait que l'agriculture est un élément de la géopolitique qui concerne toute l'humanité. Mais sur un temps très court, j'aimerais que l'on se rappelle et qu'on se souvienne la place du géopolitique, de l'agriculture dans le géopolitique, ses enjeux. Sur les 30 dernières années, on est passé du tout économique aujourd'hui au quasiment tout géopolitique. Je vous rappelle que dans les années 90, fin de l'Union soviétique, triomphe du libéralisme américain, une phrase a symbolisé l'avènement du tout économique. C'était une phrase prononcée par un candidat en 1992 à l'élection présidentielle américaine, c'était Bill Clinton, qui, se moquant de son adversaire George Bush, père, lui disait, pour le ridiculiser dans un débat, qu'il ne comprenait rien car il s'agissait simplement d'économie. It's the economy stupid. 30 ans plus tard, évidemment, l'économie n'a pas disparu, loin s'en faut, mais nous pourrions peut-être rétorquer à Bill Clinton 30 ans plus tard que ce n'est pas que l'économie stupide, c'est aussi la géopolitique stupide. Car la géopolitique que l'on a cru s'effacer avec la chute du mur de Berlin, avec la chute du régime communiste de l'URSS, avec la fin de la guerre froide, on a cru qu'il n'y aurait plus de géopolitique. Or, la géopolitique a continué, et notamment a continué dans une perspective qui nous intéresse tous ici, celle de l'agriculture. Dans les années 90, l'agriculture était reléguée vraiment à un champ totalement obsolète, inintéressant, n'apportant aucune richesse. Le monde se tournait vers l'immatériel. Nous avions l'avènement de Microsoft à l'époque et des premières grandes compagnies de la tech. Pourtant, les années 2000 nous ont rappelé à la réalité de cette agriculture géopolitique, avec les premières crises frumentaires en 2006, l'envolée des prix des matières premières, et nous avons dû constater que sans agriculture, pas d'alimentation. Sans alimentation, les sociétés pouvaient se rebeller et renverser des gouvernements. Si en 2006, le monde a commencé à prendre conscience de la puissance géopolitique de l'agriculture, pour autant, il n'a pas réagi, ou très peu.
Et en 2011, un autre événement est venu nous rappeler l'importance de cette puissance géopolitique de l'agriculture, les révolutions arabes. Si le facteur alimentaire n'était évidemment pas ce qui a fait se soulever, qui n'est pas le moteur premier des révolutions arabes, le prix du blé y a fortement contribué. Et c'est là qu'un point intervient particulièrement intéressant qui va nous amener à aujourd'hui. Dans le courant de ces années 2010, de cette décennie, la réponse au monde, à la sécurité alimentaire mondiale qui pouvait provoquer des vertiges géopolitiques à travers le monde, a été une réponse orchestrée notamment par la France, au travers du G20 en 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy et d'un ministre de l'Agriculture qui était à l'époque Bruno Le Maire. Le G20 a décidé d'ouvrir un G20 de l'agriculture. Conçu comme une idée de réponse aux possibles crises agricoles mondiales, ce G20 de l'agriculture qui existe toujours aujourd'hui, s'il a fait du bruit à l'époque, aujourd'hui c'est relativement tu. Mais aujourd'hui, la réponse à ce G20, la réponse aux crises alimentaires, aux crises agricoles qui traversent le monde, la réponse à la place de l'agriculture et de l'alimentation dans la géopolitique mondiale, elle nous est parvenue la semaine dernière par le BRICS, un groupement de pays assez hétérogène avec en son sein des pays que nous pourrions qualifier aux ambitions divergentes, voire même opposées. On peut penser tout simplement à la Chine et à l'Inde. Mais les BRICS qui jusqu'à présent vivotaient depuis leur création, les BRICS ont décidé de passer une étape importante, ils ont décidé de s'élargir. Mais ce n'est pas seulement l'élargissement ici qui nous intéresse, puisque nous sommes ici pour parler d'agriculture et d'alimentation. Cet élargissement s'est fait notamment sur la présence de l'agriculture et de l'alimentation comme un vecteur de coopération et d'intervention entre ces pays. Une déclaration a été faite en ce sens par les pays des BRICS, où ils placent directement leur poids économique et leur poids agricole au service de la sécurité alimentaire mondiale. Ça a été clairement énoncé par les pays fondateurs des BRICS. Et en ce sens, l'une des belles illustrations, c'est qu'ils ont décidé d'intégrer l'une des puissances agricoles mondiales, l'Argentine, et qu'ils ont décidé aussi d'intégrer des pays dont les besoins alimentaires sont absolument vitaux. On peut parler de tous les pays, les besoins alimentaires sont vitaux, mais certains pays dont les niveaux d'exportation sont plutôt éloquents. Je pense ici à l'Égypte notamment, un pays important dans la géopolitique africaine, l'Éthiopie, et des pays comme l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis. Ce retour du géopolitique, de l'agriculture dans le géopolitique, signe donc une montée en puissance des émergents dans les équilibres alimentaires mondiaux. Émergents, ici je serais tenté de vous dire grands émergents, parce que évidemment, la Chine n'est pas n'importe quel émergent, l'Inde n'est pas n'importe quel émergent, et d'un point de vue agricole, l'Inde et la Chine ne sont pas n'importe quel émergent, mais que dire du Brésil, que dire de l'Argentine, qui sont aujourd'hui au cœur de la puissance alimentaire sud-américaine, qui, soyons clairs, aujourd'hui est peut-être notre plus grand concurrent pour nous, Union européenne. Cette structuration d'un bloc de puissance alimentaire des grands émergents vient aussi traduire un mouvement, une lame de fond qui est celle du pivotement géoéconomique du monde. Aujourd'hui, le centre géoéconomique du monde n'est plus sur l'océan Atlantique, mais il est Indo-Pacifique. Il s'est dirigé évidemment vers l'Asie du Sud-Est, la Chine, l'Inde et tous les pays qui gravitent autour. Et c'est vraiment quelque chose que l'on doit intégrer, nous, Européens, car évidemment, la croissance de la population mondiale, la croissance de la demande alimentaire mondiale va se situer non seulement dans cette zone, mais dans une zone qui lui fait face, qui est aujourd'hui l'Afrique, et que ces BRICS se sont structurés, et c'est quelque chose de très important, avec non seulement 3 pays africains, mais avec une invitation formelle à discuter avec l'Union africaine. L'Union africaine qui a été invitée au G20, l'Union africaine aujourd'hui qui n'hésite pas à dialoguer directement avec la Russie pour obtenir
la libération du commerce des grains. Cette reconfiguration des alliances doit nous interroger. Elle doit nous interroger parce qu'aujourd'hui, je vous parlais de la puissance alimentaire des pays sud-américains. Si je l'étends au reste des BRICS, nous parlons de plus de la moitié de la production mondiale de grains stratégiques. On dépasse 50% pour le riz, pour le blé, pour le maïs et pour le soja. Pour certains, on est même aux 3/4 des capacités d'exportation, je pense au soja notamment, avec les pays d'Amérique du Sud. Quand on parle Argentine, Brésil, évidemment, on ne peut s'empêcher de penser Mercosur. Car ce sont les deux pays qui font la pluie et le beau temps pour cette organisation, pour cette coopération des 4 pays sud-américains avec laquelle nous, Européens de l'agriculture et de l'alimentation, avons tant à nous débattre. Ce pivotement des puissances est d'autant plus intéressant qu'il s'est fait aussi sur des représentations. C'est quelque chose sur lequel je tiens à insister énormément ici dans ce cadrage, et c'est quelque chose qui va évidemment animer les débats aujourd'hui. Cette puissance des représentations, aujourd'hui, ces pays, que l'on nomme un coup sud global, les suds, les émergents, les grands émergents, sont animés d'un concept simple en matière d'agriculture et d'alimentation, c'est celui de la sécurité alimentaire. Beaucoup de débats ont lieu aujourd'hui au sein de l'Union européenne, ici en France aussi, entre souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire. Le débat n'existe pas parmi ces pays-là. La sécurité alimentaire a été posée au cœur de leur coopération, au cœur de leur désir d'intervention dans le monde. Et cette sécurité alimentaire, elle est hautement géopolitique. Et elle doit nous questionner parce que nous avons affaire à des pays qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, la même représentation du monde que nous. Et un point ici nous réunit tous, c'est la durabilité, l'environnement, le climat. Que dire d'une Russie qui aujourd'hui est un acteur, on ne peut pas dire mineur de la géopolitique mondiale, ni de l'agriculture? Que dire d'une Russie qui pense que le climat est quelque chose de tout à fait bénéfique pour son pays, puisque ça va lui permettre, d'un point de vue géostratégique, d'ouvrir des façades océaniques au nord de son pays, des accès privilégiés à des marchés, et ouvrir des terres jusqu'à présent gelées en Sibérie pour y faire pousser du blé, du tournesol, de l'orge, du soja. Aujourd'hui, la Chine investit dans ces régions-là avec l'espoir de pouvoir y faire pousser des grains stratégiques, notamment du soja, pour ne plus avoir à dépendre de ces importations sud-américaines et américaines. Donc ce conflit de représentation, cette guerre de représentation aujourd'hui, il est important que l'on ait ces tenants et ces aboutissants à l'esprit si on veut, nous, Européens, peser sur les équilibres alimentaires mondiaux comme nous le faisons aujourd'hui. Car il est clair que lorsque Lula refuse catégoriquement les injonctions de l'Union européenne à inclure des clauses miroirs, et notamment des clauses miroirs environnementales, la protection de l'Amazonie, ça doit nous interpeller. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le Lula version 1, ce n'est pas le Lula version 2, c'est le Lula version BRICS. C'est le Lula qui a fait rentrer l'Argentine, c'est le Lula qui a décidé, conjointement avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud et la Russie, de faire entrer d'autres pays dans les BRICS et de faire cette déclaration. Cette déclaration, si vous me permettez, n'est certes pas un bras d'honneur à l'Union européenne, mais elle devrait quand même être considérée comme une gifle. Ramassons le gant et réfléchissons à comment le lui rendre. Cette guerre de représentation, elle donc nous interroge sur la place de l'Union européenne dans les équilibres alimentaires mondiaux. Et si elle questionne notre place dans cette bascule des puissances, dans ce rééquilibrage, elle doit nécessairement nous interroger sur la place de la sécurité alimentaire, sur la place de qu'est-ce que notre agriculture, qu'est-ce que notre alimentation, où veut-on aller? Aujourd'hui, il est vrai, et nous sommes ici pour en parler, et vous allez en débattre, des modèles
discutent, s'opposent, s'affrontent, débattent. La question de la sécurité alimentaire est une question qui est aussi largement questionnée, débattue. Dans ce que je qualifierais dans ce vertige géopolitique, la transition agroécologique, la transition agricole, la transition environnementale, la transition énergétique de l'Europe, aujourd'hui est bousculée par une nouvelle transition, qui est celle de la transition géopolitique de l'Europe. Et la manière dont nous avions d'aborder les sujets jusqu'à présent, les grilles de lecture que chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, jusqu'à présent, les grilles de lecture utilisées pour pouvoir se projeter, travailler sur des nouveaux modèles, à construire, à bâtir, peut-être ensemble ou séparément, faisaient peu de place, voire pas du tout, à la géopolitique. Or, bien au-delà de la crise Covid, le fameux monde d'avant, monde d'après, le monde d'avant était géopolitique, le monde d'après l'est encore plus. L'Union européenne s'est bâtie, je vous l'ai dit en introduction, sur un rejet du géopolitique. L'histoire de l'Union européenne, on doit l'allier évidemment à la Seconde Guerre mondiale. Le rejet du géopolitique était le rejet du projet porté par l'Allemagne nazie de l'époque, d'une certaine Europe, avec des espaces vitaux, qui était un projet géopolitique nommé comme tel. Et le mot géopolitique, je tiens à vous rappeler, jusqu'aux années 1980, a été, sans qu'on ne nomme ainsi, proscrit. Il n'était pas utilisé dans le langage ni public, ni politique, ni académique. Aujourd'hui, cette transition géopolitique frappe à nos portes et elle nous oblige à réinterroger tous nos modèles, et notamment nos modèles agricoles, au travers de la grille géopolitique. La multiplication des représentations qui font nos modèles, cette multiplication des représentations aujourd'hui a amené à une confusion, voire une perte de représentation. On est en crise de représentation. Trop de représentation tue les représentations. Aujourd'hui, on cherche des modèles, on cherche à concilier durabilité, productivité, compétitivité, cherchant à associer puissance et résilience. Nous sommes la première puissance agroalimentaire mondiale. Nous sommes challengés aujourd'hui dans les équilibres alimentaires mondiaux par la montée en puissance de ces BRICS et d'autres groupes agricoles. Il est indispensable que nous placions aujourd'hui cette réflexion géopolitique comme une boussole afin de pouvoir en faire un socle pour une géopolitique de l'agriculture européenne, pour nous projeter sur le théâtre mondial, pour pouvoir peser dans les discussions et pouvoir imposer nos modèles qui sont vertueux à des modèles que l'on peut aujourd'hui opposer comme souvent des modèles climaticides. Cette ambition, et ce seront les mots de la fin, cette ambition ne pourra être portée sans le travail des sciences, de la recherche et du développement, et je dis bien des sciences, car aujourd'hui, si vous êtes ici pour discuter, c'est bien que pour beaucoup d'entre vous, vous travaillez de manière ensilotée, certainement. Il faut décloisonner au plus les sciences, qu'elles soient politiques, sociales, environnementales, écologiques, avec un souhait pour ce colloque, un souhait pour ces débats, c'est qu'émerge véritablement, au-delà de la boussole géopolitique, qu'émerge une première vision qui permettra de bâtir des récits, des narratifs qui nous permettent de conduire l'action, chacun d'entre vous, vers quelque chose qui donne des gagnants, car aujourd'hui, ça a bien été évoqué, on évoque plus les perdants que les gagnants, et je pense que l'objet de cette journée, c'est de pouvoir faire émerger comment faire gagner notre agriculture. Je vous remercie.